Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. C'est sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, que vous êtes connectés. Et on est avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour DaFresh, bonjour tout le monde, bonjour René Ruté, Elvis. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien, Bon, merci. le week-end. Il s'est bien passé dans D'accord. l'ensemble, beaucoup d'activités. Tu as eu une semaine chargée Oui, la semaine dernière. oui, effectivement, la semaine dernière a été très chargée avec, en commençant par le One Forest Summit, qui est ce forum qui a été organisé pour la protection des forêts tropicales, aussi bien du bassin du Congo, de l'Amazonie, mais également de l'Asie du Sud-Est. Vous savez que quand on parle de forêts tropicales, ce sont toutes les forêts qui sont situées dans la zone intertropicale, donc entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne. On connaît. Et voilà. Donc, c'était un sommet qui a été initié lors de la COP27 à Sharm el-Sheikh au Maroc, En Égypte. effectivement, entre le président gabonais Ali Bongo Ondimba et son homologue français Emmanuel Macron. L'objectif pour eux était évidemment de faire en sorte que le poids des forêts tropicales aujourd'hui soit quand même reconnu sur le plan international. D'ailleurs, c'est ce qui ressort des différents échanges qu'il y a eu durant le sommet qui s'est tenu du 1er au 2 mars dernier. Et dans ces échanges, ils poursuivaient quelques objectifs. Le premier objectif, c'était de pouvoir donner de la visibilité au rôle que jouent les forêts tropicales par rapport à la captation du CO2. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de crédit carbone, on parle de plus en plus de préservation de la biodiversité, de protection de la nature. Et le Gabon, aujourd'hui, c'est imposé comme un acteur majeur dans la politique de protection de l'environnement, mais également et surtout de protection de la biodiversité. Et d'ailleurs, vous verrez que toutes les études qui sont menées aujourd'hui en termes, lorsqu'il y a la mise en place des projets d'infrastructure, le volet préservation de l'environnement et de la biodiversité est aujourd'hui, du moins, occupe une position majeure par rapport aux études de faisabilité. Donc, ça sous-entend que le Gabon est résolument engagé à pouvoir permettre à ce qu'on puisse avoir une meilleure respiration, pour le dire trivialement, dans le monde. Parce que la captation du CO2 signifie que nous arrivons à maintenir un niveau qui permet de régénérer la respiration dans le monde. J'ai envie de dire ça comme ça parce qu'il faut que tout le monde puisse comprendre. J'ai entendu des gens parler de la captation du CO2. C'est quoi? La captation du CO2, c'est simplement le fait que avec le couvert végétal que nous avons... Le quoi? Le couvert végétal. D'accord. Que nous avons... Le Gabon, c'est à peu près 80-85% d'occupation territoriale par la forêt, donc le massif forestier. On a 15 à 20% d'occupation, on va dire, anthropique, donc de l'homme. Et de ces 85%, on a aujourd'hui un réservoir en ce qui concerne la production d'oxygène et la rétention du dioxyde de carbone. Et c'est aujourd'hui un des aspects qui a été traité lors de ce One Forest Summit pour faire en sorte que ce rôle majeur de nos forêts puisse être reconnu de par le monde, de par on va dire les grands États qui sont quand même reconnus comme étant des États pollueurs et qui aujourd'hui devraient un tout petit peu essayer de rentrer dans des politiques de compensation par rapport à notre rôle. Parce que c'est bien de développer la forêt, mais c'est aussi bien que derrière, on reconnaisse l'utilité du développement de la forêt, mais qui ne doit pas enfreindre aussi notre besoin de développement. Personnel. Donc, que ça soit personnel ou bien au niveau de l'État. Ensuite, qu'il y a besoin aujourd'hui d'une meilleure collaboration scientifique entre les chercheurs du Nord qui ont des instruments beaucoup plus développés ou beaucoup plus modernes pour mesurer les niveaux de captation de ce dioxyde de carbone, parce que vous savez que c'est aussi un des débats qui est sorti lors de la rencontre de le One Forest Summit, c'était de savoir comment le Gabon mesure son niveau en termes de captation du carbone.
ce qui se passe aujourd'hui, c'est que il y a des instruments que nous avons quand même. Nous avons la GEOS, par exemple, qui est un observatoire qui est dédié à l'observation spatiale de l'emprise de l'homme sur le Est-ce que la GEOS peut voir le carbone dans le ciel? Non. Alors, la GEOS a quand même des instruments aujourd'hui, satellitaires surtout, qui lui permettent de pouvoir avoir une vue d'ensemble sur les zones aujourd'hui qui font l'objet d'occupation, d'activités humaines, par exemple l'exploitation de la forêt ou encore la production agricole, ainsi de suite. Donc, des productions une question bête. Est-ce qu'on peut voir comment le carbone quitte d'un pays pour venir être capté par notre forêt? Non. C'est une vraie question bête, non. quoi. Non. Non, ce sont des échanges gazeux. Tu comprends bien. Donc, c'est un peu... Énergie te moque de moi. Mais il y a des gens qui vont poser la question là. Non, je me moque pas de toi parce qu'il y a certains qui ne connaissent pas comment ça se passe. Du coup, si Mosley peut répondre, il n'y a pas de souci. C'est pas une question bête. À vue d'œil, c'est pas possible. Mais il y a non, même pas à vue d'œil, mais scientifiquement. Scientifiquement, on s'appesantit sur... on va dire l'importance du massif forestier. C'est sur ça qu'on s'appuie. Mais il faut avoir des informations beaucoup plus, on va dire, scientifiques qui tiennent compte de la météo, de l'environnement, de la biodiversité et tout ce qui tourne autour et qui pourrait favoriser une meilleure, on va dire, évaluation ou valorisation de cette captation. Donc, c'est un des objectifs aussi, pouvoir créer des échanges interuniversitaires ou encore en termes de recherche pour la mesure du travail que mènent les forêts tropicales pour préserver la qualité de vie ou encore de pouvoir capter l'oxygène. Ensuite, il y a le financement. Et c'est ce financement qui rentre évidemment en ligne de mire dans ce qu'on appelle les crédits carbone. Parce qu'aujourd'hui, les pays tels que le Gabon d'ailleurs fait figure en Afrique, j'ai envie de dire peut-être dans le monde, de pays avoir réussi à mesurer son niveau de captation sur une période bien donnée du dioxyde de carbone, donc CO2. Et les crédits carbone sont des instruments que les États qui ont un couvert végétal comme le nôtre et qui ont un rôle majeur dans la biodiversité. Vous avez par exemple 13 parcs nationaux, des dizaines aussi de parcs aquatiques et des réserves qui sont dédiées à la protection de l'environnement. Vous avez des aires protégées, vous avez des endroits au Gabon qui ont été valorisés en termes comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous avez par exemple la Lopé ou encore la zone les chutes de Livindo. Donc c'est autant de données aujourd'hui qui permettent à ce que dans un cadre bien déterminé, le Gabon soit en mesure de pouvoir mettre sur le marché ses efforts en termes de préservation de la nature et que en mettant sur le marché, évidemment je parle ici des crédits carbone, en mettant sur le marché ces crédits carbone, il faut que le Gabon trouve des preneurs. Parce que si vous allez en Chine ou aux États-Unis, qui sont reconnus comme les pays étant des grands pollueurs au niveau mondial par rapport à la puissance de leur industrie ou encore l'Europe, eh bien, ces États-là doivent être capables, par rapport aux émissions de gaz à effet de serre liées à l'agriculture, à l'industrie, qui sont les leurs, de pouvoir convertir ces émissions-là en crédit carbone avec un montant qui permettrait à ce que des pays comme le Gabon continuent à s'engager sur la voie du développement durable. Là, tu parles des pays qui veulent compenser leur pollution, en fait. Mais il y en a qui sont sceptiques, qui ne croient pas à ça. Oui, et puis dans notre qui ne sont même pas d'accord. La fixation du prix, c'est pas par rapport à l'offre et la demande. C'est tout l'enjeu aujourd'hui, parce que il n'y a pas un prix fixe du crédit carbone sur le marché. Il n'y a pas le montant. Voilà, parce qu'on ne peut pas voir le carbone à voyager. Mais est-ce que c'est prouvé que leur carbone peut venir chez nous si nous donne l'argent? Mais il suffit de voir... C'est une présomption scientifique, en fait. Mais il faut vivre les événements aujourd'hui. Le réchauffement climatique, il est mondial ou bien c'est... Il y a des scientifiques aux États-Unis qui n'y croient pas. Est-ce qu'ils vivent le réchauffement climatique? J'en sais rien. L'année dernière, ils ont eu un blizzard. Ouais. Bon, le blizzard, on dit que ce n'est pas commun aux autres blizzards qu'ils ont eu dans les années antérieures. La sécheresse qui a conduit à des feux de forêt en Europe et aux États-Unis dernièrement
Est-ce que ce ne sont pas là des marqueurs qui peuvent permettre à ce qu'on croit qu'aujourd'hui, il y a besoin pour l'homme de s'assurer de ce qu'il y ait une nécessité à préserver l'environnement. Ce sont pas des preuves Non, mais ça, c'est qu'on clair. peut Ça, avoir. on est engagé dedans. Il suffit de voir aujourd'hui. Il y a des chutes de Mais neige peut-être, aussi. moi, je me disais Voilà. que s'il n'y a pas une unité qui mesure le crédit carbone, genre, on sait que un crédit coûte tant, c'est peut-être parce qu'il y a des sceptiques dans le domaine. Non, parce que les acteurs sont différents. Ah, d'accord, ok. Les acteurs sont différents. Vous avez des États qui peuvent acheter vos crédits carbone. Vous avez le marché, donc les industries elles-mêmes qui peuvent acheter votre crédit carbone. Vous avez des entreprises, par exemple les entreprises aériennes qui ont des avions qui dégagent du dioxygène. Donc, à ce moment-là, ces entreprises aussi peuvent acheter le crédit carbone. Mais est-ce que entre l'entreprise, l'industrie et l'État, est-ce que les moyens sont proportionnels? Pas nécessairement. Donc, chaque acteur vient sur le marché avec les possibilités qui sont les siennes pour pouvoir s'offrir les crédits carbone, qu'il s'agisse des pays comme ceux du bassin du Congo ou de l'Amazonie ou encore de l'Asie du Sud-Est, pour prétendre faire une compensation par rapport au travail mené par nos forêts et par les politiques mises en place par nos États. Donc, est-ce que tout le monde était d'accord à la fin du sommet? Bon, à la fin du sommet, ce qui est sûr, c'est qu'on est arrivé à de nouveaux engagements à la suite de la COP 27. À Libreville, ce qu'ils ont appelé le plan de Libreville, il y a eu, les chefs d'État ont décidé de la levée d'un fonds de 100 millions d'euros supplémentaires. Ce n'est pas rien. Oui, tout à fait. Mais également de soutien à un soutien aussi bien scientifique que financier, technique et tout ce que nous voulons pour encourager les États qui sont dans ces grands bassins ou massifs forestiers à poursuivre leur politique de préservation de la nature et de pouvoir faire en sorte que l'environnement soit de nature à créer, on va dire, un cercle vertueux. Et ce cercle vertueux devrait conduire, d'ailleurs, le chef d'État français a invité le président Ali Bongo Ondimba à assister à une conférence qui va se tenir à Paris au mois de juin 2023 pour parler de la finance verte. Donc, on est là dans un environnement qui voudrait qu'on s'inscrive désormais sur le long terme dans la durée pour permettre à ce qu'il y ait la mise en place d'un certain nombre de mécanismes favorisant aussi bien le développement des États, mais également qui leur permettent de s'engager pleinement dans le processus de maintien ou de préservation de l'environnement. D'accord. Donc, c'est tout l'enjeu qu'il y avait à Libreville. D'abord, mettre de la visibilité sur les efforts consentis par les pays qui sont dans des grands massifs forestiers, notamment le bassin du Congo, l'Amazonie et évidemment l'Asie du Sud-Est. Ensuite, créer des synergies en termes de relations ou de partage scientifique pour la mesure du potentiel de ces forêts-là. Ensuite, créer un environnement économique et financier qui permettrait à ce qu'on puisse correctement, on va dire, soutenir les efforts des États pour arriver quand même à assumer leur développement au quotidien. Parce qu'il ne serait pas de bonne loi que nous nous arrêtions simplement à préserver la forêt, alors qu'aujourd'hui on connaît les incidences qu'il y a à protéger un certain nombre d'espèces ou à protéger la forêt. On a vécu les événements malheureux de Mekambo il y a 1 an ou 2 ans. Et aujourd'hui, le Gabon vit au rythme de beaucoup d'autres pays des questions du conflit homme-faune. Donc, il faut aussi bien préserver la nature, mais également garantir le développement, mais aussi et surtout la vie des populations. Merci, mon Donc, frère. ensuite... Comme quoi, il n'y en a pas qui ne sont que partis faire les photos. Oui, ensuite, on a Yegendong Ensuite, il y a Jean... qui revient au PDG. Jean Yegendong qui revient au Parti démocratique gabonais. J'allais dire. Tu lances des pics le matin qui... J'allais dire. Jean Yegendong qui a décidé de revenir à la maison du père. Bon, c'était évident parce que depuis pratiquement 2 ans ou bien 3 ans, Jean Yegendong n'était plus dans le... 12 ans, il a dit qu'il a fait 12 ans dans l'opposition. Tu n'as pas suivi son discours. Bon, 12 ans dans Il n'a trouvé que des faiblesses. Je ne parle pas de la période dans l'opposition, je parle de la période qui l'a conduit à l'acte qu'il a posé, du moins au discours qu'il a tenu. Parce qu'il y a 2 ou 3 ans, il s'est quand même un tout petit peu éloigné de l'univers de l'opposition, parce que
peut-être il n'était plus en relation en termes d'idéologie ou de pensée ou d'objectif que, par exemple, Jean Ping, dont il a été un des grands soutiens. Parce qu'il faut savoir déjà que en 2009, lorsque Omar Bongo meurt, Yegin Dong était Premier ministre, et c'est Jean Yegin Dong qui avait la lourde responsabilité de pouvoir donner lecture du discours du gouvernement au moment de la veillée, on va dire, de l'exposition du corps d'Omar Bongo. À la présidence. Et on se rappelle des événements, l'ensemble de la population se souvient encore de ce qui s'était passé. À ce moment-là, il y avait non seulement l'épisode « il est mort, il n'est pas mort », bon, tout le monde s'en rappelle. Ensuite, donc, Omar Bongo est décédé. Oh non, il est encore vivant. Finalement, il est décédé. J'ai parlé avec lui le matin. Voilà. Non, mais là, Jean Yegendo, il avait déconné, quoi. Non, peut-être qu'il n'avait pas déconné, peut-être qu'il n'avait pas toutes les informations. Mais donc, ils ne disent rien. Certainement que le cabinet du président à l'époque l'avait induit en erreur. Ça, non. Je dis certainement, parce que Yegendo était Premier ministre, il y avait quand même un cabinet qui suivait au jour le jour le quotidien du chef de l'État, feu Omar Bongo. Ensuite, il y a eu l'épisode de Robohan. C'est comme ça qu'on pourrait appeler ça. Le discours qu'il avait prononcé lors de l'exposition du corps d'Omar Bongo et qui avait fait quand même, on va dire, trembler un tout petit peu des acteurs comme le président français de l'époque, Nicolas Sarkozy, qui était présent. Il y a même Jacques Chirac également. Un discours qui l'avait conduit à à développer un peu plus son aura. Parce qu'avec la fameuse phrase de mon père vous a châtié avec des fouets, je vais vous châtier avec des scorpions. Je paraphrase, je ne suis pas dans les termes exacts. Donc, décrivant évidemment Omar Ali Bongo Ondimba comme celui qui viendrait marteler, asséner des coups, on va dire, qui pourrait donner la mort aux Gabonais. Ensuite, il y a eu l'épisode où il s'est porté candidat et par la suite, il appelait à l'unité de l'opposition. Il a créé une synergie avec beaucoup d'autres acteurs, Annie-Flore Bachililis et tout le Gotha qui était à l'époque, autour de Pierre Mambundu, André Obam et plusieurs acteurs. Il y a eu l'élection de 2009. Par la suite, il est allé comme membre fondateur de l'Union nationale, parce qu'il est membre fondateur de l'Union nationale. Il a milité au sein de l'Union nationale. À la suite de la mort de Mba Obam, on a commencé quand même à avoir des dissensions en interne à l'Union nationale. Beaucoup de ceux qui étaient avec Mba Obam et qui le suivaient, certains sont partis. On a Jean Yegendo qui s'était éloigné, Ovonongwa qui s'était également éloigné. Cela a coïncidé également avec les décès de Pierre Claver Nzengebom. Et donc, au fur et à mesure, il s'est un peu plus éloigné de l'Union nationale. Et par la suite, il a décidé de soutenir Jean Ping en 2016, encore dans une coalition pour pouvoir désigner une candidature unique de l'opposition. Et à la suite de cette coalition, ce qui s'est passé en 2016, tout le monde en est informé. Et par la suite, certainement, qu'après l'élection de 2016, ne voyons pas venir la réaction par rapport au carnet d'adresse, parce que Jean Ping avait promis un carnet d'adresse, n'ayant pas la possibilité de constater des changements et que Jean Ping ne s'installait pas au palais présidentiel, Jean Yegendo a décidé de créer un mouvement à lui, un mouvement citoyen. Et surtout que par la suite, il avait perdu son siège de sénateur au palais Omar Bongo Ondimba, donc au palais Omar Bongo Ondimba. Donc par la suite, on connaît les événements. Dernièrement, il a été nommé haut commissaire de la République. Et ce n'était qu'une démarche qui va dans le sens de pouvoir rallier finalement, comme bien d'autres, on peut citer ceux des Méso et les siens. On a également le parti de la rénovation des valeurs, SDG, autant de partis qui ont décidé de faire dans la fusion-absorption. Donc, il n'y avait pas que des partis politiques, il y avait aussi des personnalités comme Jean Yegendo ou Massavala Mbumba. Donc, autant d'individualités et qu'on assiste au discours que Jean Yegendo a tenu samedi dernier à Martin Labou, ça ne devrait même pas étonner les Gabonais parce que c'est être cohérent avec sa démarche qui est celle depuis pratiquement 2018, si ma mémoire est bonne, de pouvoir
s'inscrire dans la logique de se rapprocher du pouvoir politique. Et ça n'étonne pas les Gabonais. Beaucoup pensent juste qu'il n'est pas stable politiquement. Mais combien d'acteurs sont stables au Gabon? Ça, c'est une question qu'on devrait normalement poser. Combien d'acteurs politiques sont réellement stables dans leur engagement pour les intérêts des Gabonais? Combien? Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Donc, ce qu'il faut dire, on est dans ce qu'on on dénonce souvent ici, d'Afresh, la transhumance. La transhumance politique, voilà. On est dans la transhumance. Parfois, vous aurez des acteurs qui vont faire un stage dans la majorité et quand ils ne trouvent pas leur compte, ils vont faire un nouveau stage dans l'opposition. Et quand le stage de l'opposition aussi n'est pas concluant, ils reviennent dans la majorité. Moi, j'ai une question. Est-ce que c'est pas ça la politique? Du genre, quand tu appartiens un camp et que l'idéologie de ce camp-là, tu ne te retrouves plus, tu peux basculer à... C'est pas ça la politique, mais c'est la liberté. C'est la liberté. C'est l'expression de la liberté. Il s'est exprimé en tant qu'homme libre, garant de ses choix, mais ça n'a rien à voir. La politique, c'est une question d'idéologie. Donc, on va dire que les hommes politiques au Gabon qui vont d'un camp à un autre expriment leur liberté. Alors. Oui, ils expriment leur liberté, mais la politique, c'est une question... C'est garanti par la Constitution. Hein. Oui. Et là, tu as le droit d'aller dans le parti que tu veux à n'importe quel moment de la journée. Ou créer ton parti, tu vois. Donc, sauf que tu entraînes les gens avec ça. C'est ça maintenant l'handicap. Parce qu'en politique, c'est l'idéologie qui doit primer. Ce sont les aspirations profondes qu'on nourrit. Parce que c'est ce qu'on vend aux populations. On ne vend pas, je vais aller négocier mon poste. On ne vend pas ta liberté. Non, on ne vend pas sa liberté aux populations. Ce qu'on vend aux populations, c'est je vais mettre en place des mécanismes qui permettent de transformer votre vie au quotidien. Et c'est ça. Donc, il y a très peu d'acteurs politiques aujourd'hui au Gabon qui soient constants dans leur engagement. C'est comme tu as vu, Emmanuel Macron est venu au Gabon pour un sommet sur l'environnement. Entre ceux qui voulaient des doléances et ceux qui sont allés faire des photos, on se demande, ce n'est plus la même France dont on accuse d'être responsable des déboires politiques, du moins responsable du parrainage du système politique instauré au Gabon. Pourquoi alors aller continuer à chercher une reconnaissance de cette dernière pour exister sur la scène politique nationale? Donc, il y a autant, au Gabon, les acteurs politiques évoluent avec beaucoup de contradictions. Maintenant, comme disait Dafresh, le danger, c'est qu'ils entraînent des masses avec eux. Et ces masses, aujourd'hui, se retrouvent dans des situations qu'on connaît aujourd'hui, la paupérisation, les difficultés d'accès au logement et consorts, parce qu'il y a un jeu qui est joué par un camp qui doit pouvoir mener le combat pour pousser l'autre camp à être efficace sur le terrain. Malheureusement, cela n'arrive pas. Et c'est d'autant plus dommage parce que la vie des citoyens est mise en jeu. C'est la vie politique nationale qui est discréditée. C'est le Gabon qui n'arrive pas à avoir un personnel politique professionnel capable de pouvoir combattre pour des ambitions idéologiques ou encore pour des ambitions communautaires. Donc, tu as les grandes phrases. Hein. Un personnel politique professionnel. Ouais. Je n'avais jamais entendu ça de ma vie. Donc, c'est malheureusement ça là où le bas blesse. Mais il a exprimé sa liberté. Il faut maintenant voir peut-être dans son engagement qu'il y aura toujours cette popularité qui a toujours caractérisé la personne, parce que faut pas se leurrer, il a quand même été un des grands leaders du 2e arrondissement de la commune de Libreville. Il a été député plusieurs fois, il a été sénateur, donc conseiller municipal. Donc à ce moment-là, ça sous-entend qu'il avait un aura. Maintenant, est-ce que le Jean Yegendo Konkeno aujourd'hui draine encore des foules? Ça, c'est une question que ses partenaires politiques auront à mesurer. Mais ce qui est sûr, il s'est exprimé en tant qu'homme libre, une liberté, comme l'a rappelé Dafresh, garantie par la Constitution. Et c'est tout ce qu'on peut dire sur cette actualité avant de dire rapidement, parce qu'il y a eu quand même un événement important pour les populations. Vous savez que Libreville... René Ritona en parlait le matin. Voilà. On brosse quand même pour que les gens comprennent que aujourd'hui, les gens ne mesurent pas forcément le poids que peut avoir la mise en place des stations d'eau dans les quartiers, surtout de l'eau potable et gratuite. Et lorsque le chef de l'État instruit le ministère des Mines à travers son entreprise qui est la Société équatoriale des Mines de créer un programme de 100 forages qu'ils appellent le projet des 100 forages du chef de l'État,
ce projet a pour ambition de venir en appoint, ou bien en soutien aux actions qui sont déjà menées par l'État, notamment en matière de programmes tels que PASSBIR, dont on en a parlé ici avec l'ancien ministre de l'Énergie, ou encore il y a un autre programme le PayPal. Le PayPal, merci, qui est là. Nous demandons Merci. Qui est là pour pouvoir soutenir la desserte en eau au niveau du Grand Libreville, mais également pour l'intérieur du pays. Donc, voir les populations d'Akebeville, Kingele ou encore de Meyan raccordées à des stations qui ont des capacités à pouvoir alimenter près de 2, 3, 4 000 foyers, je crois que c'est quelque chose qu'on devrait louer. Et c'est tout le sens. Donc, le ministre des Mines était à Meyan. Meyan, c'est où? Meyan, c'est dans la commune d'Ontoum, au premier arrondissement de la commune d'Ontoum, notamment dans le groupement des villages d'Onfoulayon. Donc, c'est une pompe, du moins un forage qui a été effectué, donc une station. D'accord. Une station qui a été mise en place et qui alimente à peu près. C'est quoi que tu appelles une station? Une station, c'est un endroit où on a creusé un puits. On a fait un forage. On a fait un forage hydraulique qui peut recevoir des équipements en termes de château d'eau pour la redistribution de l'eau dans les ménages ou dans des institutions telles que les écoles. L'inauguration de la station. Oui. Ils vont mettre combien de stations comme ça? Alors, il y a le projet en lui-même porte 100 forages. D'accord. Mais il y a aussi les réhabilitations des anciens puits qui existent, qui devraient voir leur capacité doubler parce que, par exemple, pour le cas de Kigele, on a rénové le site parce qu'il y avait une situation qui faisait que les populations n'arrivaient plus à bénéficier de ce forage. Donc, la SEM, à travers le ministère des Mines, qui est le maître d'œuvre, a mis en place un mécanisme qui permette à ce que on puisse avoir un château d'eau qui a une capacité de 4000 litres, c'est pas rien. 4000 litres, ça veut dire que tout au long de la journée, vous avez de l'eau en continu. D'accord. Et de l'eau... Est-ce que les populations peuvent déjà profiter de cette ressource? Oui. À Meyan, par exemple, il y a au moins 1000 foyers qui ont été raccordés. D'accord. Il y a 70, à terme, il y a 70 pompes publiques qui doivent être mises en place. Pour le lancement, ils ont mis en place 10 pompes publiques, dont les écoles et les centres de santé. D'accord. Donc, c'est déjà un point important pour des agglomérations qui sont dans le Grand Libreville, mais qui sont quand même en situation de recul parce qu'étant à la périphérie, c'est une aubaine pour les populations d'ailleurs qui ont grandement signalé que c'est on va dire un souhait qu'ils ont manifesté depuis longtemps, près de 30 ans, pour avoir de l'eau potable à Meyan. On avait soit recours à la ville d'Ontoum, donc on partait de Meyan qui est à peu près à une vingtaine de kilomètres d'Ontoum, on partait dans les rivières, ou on allait dans les rigoles et les rivières. À ce moment-là, avec tous les risques que cela comporte sur la santé, donc avoir une station d'eau qui alimente les ménages, l'ensemble des ménages, aussi bien de Meyan, de Foulayon, mais également des autres quartiers riverains d'Ontoum, c'est quelque chose d'important. C'est la même chose à Kebeville, c'est la même chose à Kingele. Donc c'est autant d'initiatives qui sont aujourd'hui mises en place pour soutenir les efforts de la SEG, qui a aussi un programme qu'il développe pour pouvoir permettre à ce qu'il y ait une desserte permanente de l'eau dans les ménages, mais aussi mise à disposition des populations. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5. Voilà. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.